Je vous propose d'écouter un extrait de concert qui s'amuse avec les connaissances musicales du public et je vous invite à faire attention à la réaction du public. Voici une situation sociale qui peut être difficile pour une petite partie de la population, qu'on estime de 1 à 4%, et qui ont des difficultés à percevoir de la musique, de mémoriser une mélodie ou de détecter une fausse note ou quelqu'un qui chante faux, y compris elle-même. Ces personnes ont une amusie congénitale. Et certains témoignages indiquent qu'ils ne comprennent pas l'amusement du public quand un pianiste amateur au concert de fin d'année fait des fausses notes, ou aussi notre pianiste comique qui le faisait exprès. Étudier ce phénomène et ce qui dysfonctionne nous aide à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau normal ou typique et cela donne des perspectives pour trouver les bases génétiques de la musicalité. On appelle cette amusie congénitale pour indiquer son origine génétique et pour la différencier d'une amusie acquise qui peut apparaître après un accident cérébral. Les personnes avec une amusie congénitale ont un déficit musical, mais elles sont tout à fait normales par ailleurs. Elles n'ont pas de lésion cérébrale, pas de déficit cognitif, pas de déficit auditif, attentionnel, intellectuel, social ou autre, ni un manque d'exposition à la musique lors de leur enfance. Et pourtant, leur cerveau réagit différemment à la musique. La musique n'a pas de sens pour eux et pour certains, elle sonne comme une langue étrangère, voire comme du bruit. Cette amusie est connue depuis longtemps. Des descriptions ont été faites déjà au XVIIe siècle, mais elle est étudiée systématiquement seulement depuis une vingtaine d'années. Les recherches ont pu avancer grâce à une batterie de tests qui permet de détecter les personnes à musique et de travailler sur ce phénomène à travers les laboratoires. On demande par exemple aux personnes d'indiquer si deux mélodies sont identiques ou différentes. Voici 2 exemples. Écoutez et répondez si les 2 mélodies sont identiques ou différentes. Ici, les 2 mélodies étaient identiques. Et voici une deuxième paire. La batterie contient beaucoup plus de paires, mais ce deuxième paire, qui était différent, fait partie de ceux qui sont difficiles à différencier pour les personnes avec une amusie. Une première explication possible de ce phénomène serait un déficit de discrimination de la hauteur des notes. Pour une personne non amusique, même non musicienne, il est facile de distinguer 2 notes qui se différencient d'un demi-ton, donc 2 touches adjacentes sur un clavier de piano. Mais certaines personnes à musique ont besoin d'une séparation de 2 demi-tons, voire 3 demi-tons, pour pouvoir dire que les 2 notes sont différentes. Donc, si on ne fait pas la différence entre 2 notes proches, vous pouvez vous imaginer qu'il est difficile de différencier 2 mélodies dans lesquelles les différences peuvent être petites. Par contre, ensuite, des recherches ont révélé des personnes à musique qui perçoivent aussi des petites différences de hauteur. Et on pense maintenant que le phénomène est plutôt lié à un problème de mémoire. En effet, les résultats suggèrent que les traces laissées par les notes dans la mémoire sont déficitaires et moins stables que pour les personnes non à musique. Elles disparaissent plus vite et sont plus susceptibles d'être perturbées par d'autres sons. Mais attention, les personnes à musique n'ont pas de problème de mémoire en général. Et si on fait la même tâche de mémoire à court terme avec un matériel verbal, ils n'ont pas de déficit. Écoutez cet exemple. Vous allez entendre 2 séquences de syllabes et votre tâche est de dire si les séquences sont identiques ou différentes. Tu, lu, bu, gu, nu. Tu, nu, bu, gu, lu.
Ici, les personnes avec amusie arrivent à détecter que les séquences sont différentes aussi bien que les personnes sans amusie. Par contre, si on fait la même chose avec des notes au lieu des syllabes, les personnes à musique ont des difficultés à détecter la différence. Il est intéressant de noter que cette hypothèse de déficit musique pour le matériel musical rejoint les témoignages des personnes à musique. Ils ont l'impression que les notes disparaissent et s'évanouissent dans leur mémoire et qu'il leur est difficile de les attraper et garder actifs. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est déficitaire dans ce phénomène d'amusie congénitale? Les études d'imagerie cérébrale ont analysé les corrélats neuronaux de l'amusie, soit au niveau structurel, soit au niveau fonctionnel. On étudie le cerveau au repos, lors de l'écoute de la musique ou lors des tâches de mémoire. Ces recherches ont révélé des petites anomalies, notamment dans le cortex frontal et dans les régions auditives qui se trouvent dans le cortex temporal, ainsi que de leurs connexions, surtout dans l'hémisphère droit. Et on sait que ces régions sont impliquées dans la perception et la mémoire musicale. Et l'étude de l'amusie congénitale a permis de montrer comment ces régions interagissent lors de l'encodage, la rétention et la récupération des informations dans la mémoire. Par contre, on voit ces anomalies seulement pour la musique et pas pour le langage. Ici, il n'y a pas de différence avec les cerveaux des personnes sans amusie. L'amusie congénitale serait un trouble neurodéveloppemental avec une communication réduite entre le cortex temporal et le cortex frontal. Elle a été comparée avec d'autres troubles neurodéveloppementaux, tels que ceux du langage, comme la dyslexie, et aussi ceux de la reconnaissance des visages, la prosopagnosie congénitale. L'amusie congénitale résulte probablement des variations génétiques qui affectent spécifiquement les capacités musicales. Étudier ce phénomène va contribuer à la recherche des corrélats génétiques de la musicalité. Cette recherche reste encore en retard par rapport à la recherche dans d'autres domaines cognitifs tels que le langage. Que peut-on faire pour ces personnes à musique? On cherche actuellement des méthodes d'entraînement pour remédier au déficit. Quelques résultats indiquent que le cerveau à musique pourrait traiter certains indices de hauteur ou de structure musicale à un niveau implicite, sans en avoir conscience. Cette perception implicite pourrait, par exemple, servir de base pour des programmes d'entraînement. Notons aussi que parler et faire connaître ce phénomène permet aux personnes à musique de se sentir peut-être moins isolées ou moins bizarres, comme nous témoignait une jeune femme qui venait au laboratoire pour une étude de mémoire et qui se révélait à musique. Cela devrait aussi aider à éviter le cas des enfants qui font de leur mieux pour répondre aux attentes du professeur de musique, mais qui sont injustement punis en soupçonnant leur mauvaise volonté, alors que c'est leur amusie qui en est la cause. Ici, nous avons parlé d'un déficit sur la dimension de la hauteur. Notez qu'environ la moitié des personnes à musique présentent également un déficit sur la dimension du temps. Donc, ça concerne la durée des notes et quand ou à quel moment ces notes sont jouées. C'est ça qui donne le rythme et la pulsation. Voici un petit extrait pour le ressentir. Le prochain épisode portera sur le rythme. Comment la musique vous fait-elle bouger? Comment elle vous synchronise avec les autres? Et vous verrez que les régularités temporelles et les prédictions temporelles sont importantes, pas seulement pour la musique, mais aussi pour le langage et le mouvement.